Alors, bienvenue à cette première table ronde. Donc, comme ça a été évoqué par Bernard Hoeffner, l'ambition est de poser quelques éléments du débat pour l'ensemble de nos assises en faisant appel à trois grands textes qui, chacun à leur manière, ont marqué durablement la réflexion sur ce qui se joue lorsqu'on s'empare des armes pour régler les conflits, lorsqu'on lève l'interdit du meurtre, ou qu'on décriminalise le crime, comme ça a été évoqué par Florence Hartmann. Ces trois textes sont on ne peut plus éloignés dans le temps et dans l'espace. Le plus ancien date sans doute du 8e siècle ou du 7e. En tout cas, il a été fixé au 6e siècle avant Jésus-Christ et sa composition donc est plus ancienne. Le second, lui aussi, a été fixé après une période où il fut transmis de façon orale et date de l'époque des royaumes combattants, soit également la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Première période charnière où change la nature de la guerre et des valeurs qui la sous-tendent. Nous allons entendre pourquoi. Et le texte, lui aussi, a été fixé après coup. Enfin, le texte écrit par Freud date de 1915. Et il s'agit d'une tentative d'y voir clair dans une période de bouleversement et de confusion où la guerre provoque une terrible désillusion quant à la capacité qu'a la civilisation de la contenir. Là encore, une période charnière qui voit disparaître un monde. Donc trois temps très différents, mais aussi trois espaces entre la Grèce antique, la Chine antique et l'Europe occidentale. La question qui se pose donc d'emblée est celle des liens, des fils invisibles qui relient ces textes que nous allons essayer de mettre au jour. La question est donc de savoir comment circule la réflexion sur la guerre à travers les siècles, à trois moments de crise, trois moments clés de cette réflexion. Schématiquement, en voulant trouver un titre à cette table ronde, nous l'avons intitulée « Dieu, hommes et sociétés en guerre ». Vu de loin, on pourrait croire que le sort de la guerre est réglé dans l'Iliade par les dieux, que le Sun Tzu ramène la possibilité de la victoire parmi les hommes, et que Freud nous plonge dans ce qui se passe lorsque des sociétés, ou plutôt des civilisations, s'affrontent. En fait, chacun de ces textes met en jeu chacun de ces plans, la divinité, l'individu et le collectif. Et pour parler de ces trois triades, ou trinités, ou trigrammes, comme on voudra, nous avons fait donc appel à un trio de traducteurs que je vais maintenant présenter. Je vais commencer par vous, Pierre-Judet de Lacombe, d'abord parce que vous faites le relais avec la table ronde de l'an dernier, la dernière table ronde de clôture, et vous êtes très heureusement ici pour ouvrir à nouveau ces assises, donc vous avez pris le bâton témoin. Vous êtes helléniste, directeur d'école à l'École des hautes études en sciences sociales, traducteur, philologue. Votre travail porte sur les textes poétiques grecs ainsi que sur l'histoire des sciences du texte. Vous avez souvent collaboré avec des metteurs en scène de théâtre, parmi lesquels on pourrait citer Ariane Mnouchkine pour Les Atrides, Jacques Lassalle pour Médée, Olivier Werner pour Les Perses, et bien d'autres. Et puis vous avez participé donc à cette magnifique table ronde animée par Pierre Sange l'an dernier autour des grands naufragés, où à côté des représentantes de Sinbad et de Robinson Crusoe, vous étiez l'envoyé spécial d'Ulysse. Comme l'expérience fut très heureuse pour vous comme pour le public des assises, vous revenez en étant cette fois celui d'Achille ou d'Hector, enfin on verra, vous me direz. Jean Lévy, vous avez été directeur de recherche au CNRS et enseigné dans différentes universités en France et à l'étranger. Vous avez été élève de Jean-Pierre Vernant, ce qui tisse un premier lien vers la Grèce antique. Vous êtes d'abord intéressé à la mythologie et à la religion chinoise avant d'infléchir vos recherches vers l'étude de la formation du pouvoir impérial au IVe et IIIe siècle avant notre ère. Vous êtes par ailleurs essayiste, écrivain et traducteur. Vous avez publié de nombreuses œuvres de fiction, parmi lesquelles Le Grand Empereur et ses automates, Le Rêve de Confucius, Chuang Tzu, maître du Tao, et d'autres. Et vous avez traduit des œuvres de la Chine antique, telles Le Livre du Prince Shang, le Han Fei Tzu, l'art de la guerre de Sun Tzu, dont nous allons parler, ainsi que les principaux classiques du taoïsme, le Chuang Tzu, le Lao Tzu, le Wen Tzu et le Liu Tzu. Marc Delaunay, vous êtes philosophe, chercheur, traducteur d'allemand, vous avez enseigné la philosophie en lycée et dans différentes universités, avant d'entrer au CNRS également. Parallèlement, vous travaillez
Comme directeur de collection chez Gallimard, puis chez Bayard, vous vous êtes consacré à la traduction des philosophes allemands, Kant, Schelling, Nietzsche, Husserl, Adorno, Habermas, pour ne citer que les plus connus. Et vous dirigez actuellement l'édition des œuvres de Nietzsche dans la Pléiade. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont Qu'est-ce que traduire, paru chez Vrin, Lecture philosophique de la Bible chez Hermann, et plusieurs essais sur Nietzsche. Donc pour commencer ce dialogue, je vais demander à chacun d'entre vous, pour entrer en matière, de nous éclairer un petit peu et très rapidement sur l'histoire de ces textes, sur le contexte de leur élaboration, car au moins pour les deux plus anciens, c'est une histoire complexe qui a suscité beaucoup de travaux, d'hypothèses, jusqu'à mettre en doute l'existence d'un auteur unique, tel qu'il pourrait avoir, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui pourrait toucher les droits d'auteur. L'existence même d'un aède unique dans le cas dans le cas d'Homère ou d'un stratège unique dans le cadre de Sun Tzu est fortement mise en cause. Donc peut-être que chacun de vous peut nous éclairer là-dessus et sur l'importance que ça a ou non qu'il y ait un ou plusieurs auteurs. Qui veut commencer? Bon, alors par ordre chronologique, Pierre. Oui, donc Homère, l'Iliade, l'Odyssée, après c'est fini, il n'y aura plus. Bon, comme vous savez, c'est la fameuse question homérique qui est la grande question qui a lancé en fait, les sciences historiques véritablement en Europe au fin 18e. Et alors, une des thèses serait de dire que ce texte, donc ancien, 8e siècle, qui reprend un héritage énorme d'épopées, etc., même dont certaines sont sémitiques, d'autres indo-européennes, a été composé pour des occasions monumentales. C'est un texte monumental qui aurait été composé pour des grands festivals qui se donnaient donc, sur la côte ionienne, en actuelle Turquie, donc de manière rare, festival qui rassemblait ou bien tous les Ioniens, ensuite Athènes a repris ça, tous les Grecs. Donc c'est un texte d'abord monumental, donc c'est pas un petit barde qui vient chanter dans une chaumière ou dans un palais pour raconter la généalogie d'un prince. C'est une œuvre. Et le fait que, alors oral, ça a été transcrit, moi je pense très tôt, même ça a dû être élaboré avec l'écriture en partie aussi. La question de l'auteur, alors ça c'est un vrai problème. L'idée qu'il y a eu un auteur remonte maintenant chez les hellénistes. Moi, je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre l'unité d'une intention ou qui serait celle d'un auteur et l'unité du texte. C'est un texte extraordinairement unifié, où il n'y a pas un passage qui ne renvoie pas à un autre. Et donc, autour d'une question, bon là on a vu le retour d'Ulysse, là la question que se pose l'Iliade, et on peut imaginer que des générations sont venues ajouter des morceaux, des reconsidérations, tout ça. La question, c'est comment se fait-il que la colère d'Achille, qui est la chose la plus démente qu'on puisse imaginer, ou un guerrier qui est là pour la victoire, demande à Zeus la défaite le massacre de ses proches, et non pas le massacre des ennemis. Comment se fait-il que cet affect, avec ses effets démentiels, ait été sanctionné, approuvé par le dieu qui, par ailleurs, ne veut pas la ruine des Grecs, mais la ruine de Troie, et que le dieu de l'ordre, Zeus, ait accepté ça. Donc le thème de l'Iliade, ce n'est pas un thème narratif, c'est une question. Comment le plus grand désordre humain imaginable possible a-t-il pu voulu et accepté par le garant universel de l'ordre? Bon, donc là, on a vraiment le problème. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ce texte a une telle fortune. C'est la question centrale. Alors, c'est un texte qui a aussi son unité parce qu'il est très cadré dans le temps. C'est un texte qui, alors en plus au niveau narratif, donc la guerre de Troie c'est 10 ans, là c'est 52 jours, il y a 4 jours en fait qui sont véritablement racontés, et donc c'est un épisode strictement la colère d'Achille, parce que vous vous souvenez de l'histoire, donc Agamemnon lui a pris sa prisonnière parce qu'il avait dû lui rendre la sienne, donc en compensation il prend celle d'Achille, et donc il introduit un désordre et dans le camp achéen, et l'histoire c'est quoi? C'est Achille qui demande à sa mère en pleurant de le venger, sa mère Thétis, qui va demander à Zeus de venger son fils Achille en massacrant les Achéens.
Or, le massacre ira jusqu'au point où c'est son propre ami, l'ami le plus proche, bon, qui dans la tradition grecque ultérieure est son amant, là, Homère ne dit pas ça, Patrocle, qui est tué dans les armes d'Achille. Et là, la colère d'Achille contre les Achéens se mue en colère d'Achille contre celui qui a tué Patrocle, à savoir Hector. Donc Achille s'arme à nouveau et tue Hector. Et avec la mort d'Hector, Troie tombe. Hector, en grec, ça veut dire celui qui tient, c'est le verbe ekein, Hector, celui qui tient la ville. Et donc une fois Hector mort, Troie tombe. Sauf que le poème ne raconte pas la chute de Troie, ne raconte pas la mort d'Achille. Bon, ce qui veut dire qu'on n'a pas un poème pour le culte d'un héros, comme on dit maintenant beaucoup. Non, il n'est pas mort, mais il vit à travers la mort de son ami le plus proche, Patrocle, il vit sa propre mort. Bon, ça nous met en rapport direct avec ce que Freud va dire, c'est-à-dire qu'il fait l'expérience de ce que serait que mourir. Et il y a le deuil d'Achille, donc ça c'est la fin de l'Iliade. Le deuil d'Achille ne peut pas cesser. Il y a un rite funèbre avec des jeux funèbres pour Patrocle, etc. Il y a le chœur des Néréides donc, autour de sa mère qui sont là pour pleurer, pour pleurer Patrocle, mais le deuil d'Achille est infini. Donc on a une réflexion véritablement sur la mortalité et l'expérience de la mort, mais de la mort guerrière. Donc c'est en rapport avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un poème qui justement ne désactive pas les mots, les réactive au contraire, pour vous dire qu'est-ce que c'est que cette expérience de tuer, ça on tue beaucoup, d'être tué aussi, mais qu'est-ce que c'est que sa propre mort. Et donc expérience impossible. Et ça, le poème le fait en inventant une langue, dire que c'est un grec que personne n'a jamais parlé, c'est un grec artificiel, une langue d'art, comme on dit, qui était commune à tous les Grecs, enfin tous les Grecs comprenaient, mais qui est une langue, c'est comme le sanskrit, si on veut, par rapport donc à l'hindi, etc., ou le latin par rapport à nous. Et donc c'est dans une langue artificielle que, paradoxalement, l'expérience la plus violente qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire celle de sa propre mort, à travers la mort de l'ami, est représentée. Et aussi l'ensemble des expériences de la guerre. Donc là, on verra peut-être des textes qui sont d'une cruauté absolument infinie, mais comme c'est stylisé, cela permet d'en faire l'expérience. Et comme c'est un poème sur la crise maximale qu'on puisse imaginer dans la société humaine, puisque Achille, le combattant, le vainqueur, ne combat pas pendant 18 chants, sur les 24. Donc on a une crise sociale du camp achéen, des Troyens, et aussi une crise chez les dieux. Les dieux sont en opposition avec eux-mêmes. Donc on a quasi une guerre civile chez les dieux. Et donc c'est le problème de la cohérence d'une société possible, humaine ou divine, qui est posée à travers cette crise. Donc on peut comprendre que, pour revenir à la question, à l'histoire du texte, qu'on ait pu rajouter des moyens de reconsidérer le problème. Donc pour le dire en un mot, l'Iliade n'est pas un récit, contrairement à ce qu'on pense, ça ne raconte pas une action, c'est à partir d'une action, la colère d'Achille et toutes ses conséquences, que l'ensemble des problèmes imaginables possibles quant aux dieux et quant aux hommes, quant au monde, quant à la vie, etc., à la société, sont posés. Donc, nous avons maintenant un autre temps des royaumes combattants. Oui, alors le texte... Le temps de crise aussi, pardon, allez-y. Le texte de Sun Tzu est l'un des textes les plus importants, les traités militaires les plus importants qui soient, je crois, en Chine, mais aussi parmi toutes les civilisations. C'est l'un des plus anciens. C'est aussi l'une des premières réflexions théoriques, c'est-à-dire que la guerre n'est pas prise dans son côté, en quelque sorte, pratique, mais elle est vue dans sa dimension philosophique. Et d'autre part, c'est un texte qui, en Chine, a eu des répercussions très considérables, puisqu'il n'y a pas un seul traité postérieur au Sun Tzu qui ne s'inscrive pas dans cette lignée. Et d'autre part, c'est un texte qui a été diffusé dans tous les milieux de la société chinoise, c'est-à-dire qu'il est la Bible du pouvoir, des princes, des gouvernants, c'est le livre de chevet des généraux, des lettrés et aussi du peuple, à travers un ouvrage qui est un ouvrage de fiction, un roman qui s'appelle Le Roman des Trois Royaumes, qui est la mise en récit de toutes les ruses, stratégies et de la pensée politique et militaire du Sun Tzu. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et cette fortune ne s'arrête pas là, puisque à partir du XXe siècle, d'abord il a connu une fortune au Japon, puis au Vietnam et dans tous les pays qui ont été sous l'influence chinoise. Et à l'heure actuelle, c'est l'un des livres les plus lus de la planète, puisqu'il est diffusé dans toutes les langues. Il a été traduit, je pense, des dizaines de fois
dans vraiment toutes les langues européennes, mais aussi des langues les plus exotiques. Et d'autre part, il en existe des versions pour tous les milieux, c'est-à-dire qu'il existe un Sun-Tzu pour réussir en amour, il existe un Sun-Tzu pour réussir dans sa vie professionnelle et comprendre comment monter sur la tête de ses rivaux, écraser la concurrence, etc. Donc il n'est pas de domaine où le Sun-Tzu ne remplisse une fonction. Fantasmatique naturellement, mais en tous les cas, il est très lu. Alors, c'est un texte qu'on fait remonter au IVe siècle, avant notre ère, et dont l'auteur serait Sun Tzu. Mais ce Sun Tzu est tout à fait évanescent. C'est un personnage dont on ne connaît presque rien, sinon une anecdote qui est racontée par un historien des Han, c'est-à-dire 2 siècles et demi après la mort supposée de Sun Tzu, qui aurait vécu à la fin du 5e siècle, début du 4e siècle, et qui aurait servi un prince qui s'appelle Relou, et lui aurait permis de remporter des victoires sur tous les princes de la Confédération chinoise de l'époque. Donc, de Sun Tzu, on ne connaît qu'une anecdote racontée par ce Mantienne, et une anecdote complètement triviale, si bien que tout le monde l'a mise en doute et a considéré qu'elle n'avait pas d'importance. Or, en réalité, et c'est à travers cette anecdote que je vais, vous faire une analyse un peu du contenu du Sun Tzu. C'est un récit qui, en quelque sorte, contient, sous une forme, en quelque sorte, d'une fable, toute l'essence de la stratégie de Sun Tzu, d'une part, et d'autre part, qui montre les transformations qui se sont produites entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère. C'est-à-dire que l'histoire est la suivante. Sun Tzu envoie son texte, ses 13 articles, au roi de Relou pour se faire engager comme chef de guerre. Pour le mettre à l'épreuve, le roi lui demande de faire manœuvrer les femmes de son gynécée. Le général accepte et distribue les 400 femmes en 2 groupes, chacun de ces groupes étant sous la responsabilité d'une des 2 concubines royales. Alors, il donne ses ordres, plutôt il donne ses instructions une première fois, une deuxième fois, et à la 3e fois, il les fait manœuvrer. Les femmes pouffent de rire et elles n'arrivent absolument pas à répondre aux ordres de leur général. Il répète ses instructions, même résultat. Et la 3e fois, encore, même résultat. Et alors, à ce moment-là, le général dit cette fois-ci, si vous n'avez pas pu répondre à la manœuvre, c'est la faute des responsables qui devaient transmettre les ordres. Donc, il veut faire exécuter les 2 concubines. Le roi, qui assiste du haut d'une tour au spectacle, est complètement effrayé et donc épouvanté. Il demande au général de surseoir à cette exécution. Le général refuse en disant que c'est lui qui est responsable de l'armée, et donc il fait exécuter les femmes. À partir de ce moment-là, elles exécutent parfaitement la manœuvre, et donc le roi lui donne le commandement de ses troupes, et à partir de ce moment-là, le Wu remporte toutes les victoires. Alors, cette histoire paraît totalement triviale, mais elle est très importante parce que, d'une part, elle montre les changements qui se sont produits, c'est-à-dire entre le VIe et le IVe siècle, parce qu'on voit qu'on passe d'une société guerrière, avec un idéal héroïque, à une société militaire, avec uniquement des préoccupations pratiques. Et c'est-à-dire que, pour le traduire en d'autres termes, plus imagés, termes chinois, la guerre change de sexe. C'est-à-dire de masculine qu'elle était, elle devient féminine. Et toutes les valeurs qui étaient des valeurs nobles, des valeurs en quelque sorte viriles, des valeurs de fait de générosité, de bravoure, de loyauté, de retenue et en même temps de dévouement, se transforment et ça devient une guerre qui est une guerre en quelque sorte de ruse, une guerre où ce qui compte, c'est de rester caché
où toutes les formes, en quelque sorte, qui sont des formes d'humilité aussi, parce que le guerrier cesse d'être un guerrier, il devient un pion dans un dispositif où il est quelqu'un qui est uniquement soumis, comme les femmes, à la volonté d'un autre. Et donc là, on a quelque chose de très important, puisque ça mène, à travers cette espèce de cadre dans lequel se déroule la bataille, qui n'est pas un cadre masculin, mais qui est un gynécée, et qui montre de façon absolument exemplaire les transformations qui se sont produites. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point sur l'aspect, l'essence même du Sun Tzu, on y trouve aussi tous les points fondamentaux. Alors, le premier point, c'est que un général, avant de lutter contre l'adversaire, doit lutter à l'intérieur de son propre camp. Il doit lutter d'abord contre le roi, qui est un pouvoir et qui essaye d'empiéter sur ses prérogatives, mais surtout, il doit lutter contre ses propres hommes. Et là, ça se voit, ça se manifeste dans cette action. Ce n'est qu'à partir du moment où le souverain, enfin plutôt où le général élimine ses propres troupes et leur impose une peur panique, que l'armée devient manœuvrable. C'est-à-dire que la guerre est une guerre qui ne se déroule pas contre l'ennemi, mais d'abord contre ses propres hommes. Et à l'époque, un autre homme d'État a eu cette formule extraordinaire. Il dit « gouverner, c'est détruire. Gouverner, c'est détruire les parasites, détruire ses propres forces, et ensuite détruire l'ennemi. » Et donc, ça veut dire que la véritable guerre se gagne d'abord contre son camp. Et ce n'est qu'à partir du moment où on les domine, où on a gagné contre soi-même, que l'on peut vaincre l'ennemi. La preuve que Sun Tzu était capable de vaincre l'ennemi, c'est qu'il a complètement terrorisé le gynécée royal qui avait l'appui du souverain. On se demande si Achille n'a pas lu le Sun Tzu. Oui, c'est-à-dire que... D'abord, ça marche. Oui, ça marche. C'est que par rapport à Sun Tzu, qui est un traité, donc qui a un but pratique, faut pas oublier que l'Iliade raconte une guerre fantasmagorique. C'est-à-dire que jamais les Grecs et les Asiatiques ne se sont battus comme on se bat dans l'Iliade. C'est complètement recomposé. Parce que ça appartient à un âge, l'âge des héros, qui est un âge définitivement mort. Puisque c'est pour qu'il y ait des héros, il faut qu'il y ait des demi-dieux. Or, les dieux et les déesses ne couchent plus avec les mortels. C'est pour ça que nous sommes là comme nous sommes. Donc c'est définitivement fini. Donc il n'y aura plus d'Achille. Achille ne peut plus être un modèle. On a des textes militaires un peu postérieurs, mais justement qui sont la tactique, etc., est complètement différent. Et là, ce qui est frappant, c'est que par rapport justement à Sun Tzu, donc c'est la Russe, ce serait plutôt odysséen que achilléen. Ce qui compte, il y a deux choses qui comptent. Alors là, c'est quand même un rapport pour l'armée achéenne et aussi l'armée troyenne. C'est la bravoure des individus. Donc c'est la bravoure qui est premier. Donc il faut montrer qu'on est le meilleur des Achéens. Et alors, est-ce que c'est Achille, est-ce que c'est Diomède, etc. On en discute. Donc là, les combattants sont isolés, mais le combattant isolé ne peut gagner que si la ligne de combat est derrière lui et peut enfoncer la ligne de l'autre. Donc on a à la fois le combat collectif, et là il y a tout le problème donc, qui est posé là, où il faut assurer à l'armée son unité, pour que les héros, donc ce qu'on appelle ceux qui combattent devant, promakoi, puissent faire leurs exploits. Mais c'est une dialectique des deux. Et ce qui est frappant, et ça par exemple les interprètes ont eu ce problème dans l'Iliade, c'est qu'au champ 2, donc, où la guerre va vraiment commencer, c'est le début du... Alors on est la 9e année, mais c'est présenté comme le début de la guerre, Zeus envoie un rêve à Agamemnon qui lui dit « tu vas gagner aujourd'hui ». Ce qui est trompeur, parce qu'Agamemnon va être battu, au contraire. Et Agamemnon, ce qu'il fait, alors ça, les gens n'ont pas compris, mais la première chose qu'il fait, c'est de dire à son armée, donc, alors qu'il pense qu'il va gagner, il dit, écoutez, ça fait 9 ans qu'on est là, on n'y arrive pas, on retourne chez nous. Et donc, tous les guerriers, évidemment, courent vers les bateaux, mais Agamemnon avait comme plan que les chefs, les Ulysse, Nestor, enfin tous les autres, devaient être là pour persuader par leur autorité les soldats à revenir. Donc il met la première chose qu'il fait, il détruit son armée, mais en pensant qu'il y aura un ordre politique qui va se rétablir par l'autorité des chefs. Or, c'est la débandade absolue. Il faut que les dieux interviennent. Donc il y a quelque chose de semblable. C'est-à-dire que il y a aussi une réflexion politique. Il n'y a pas de lien éternel, stable, naturel, de lien social, politique stable. C'est par l'épreuve.
C'est par la situation, et il faut poser d'abord la dispersion maximale pour qu'ensuite on ait la concentration qui aura lieu, mais c'est très compliqué dans tout ce champ. Je crois qu'il y a beaucoup de parallèles à faire effectivement entre les deux ouvrages. On va quand même donner un petit peu la parole à Marc Delaunay pour cette première question, et on reviendra sur la question de la stabilité, de la fluidité, de l'eau et tous ces enjeux. Voilà, Marc Delaunay, donc je voudrais vous demander, évidemment l'histoire du texte est sans doute moins mystérieuse, mais ça s'inscrit dans un contexte de crise également qui mérite d'être décrit pour bien comprendre à quel moment Sigmund Freud écrit ce texte. Oui, à première vue, le prétexte est très simple. On est en 1915, donc l'Autriche-Hongrie, comme on le sait, est en guerre, et Freud écrit ce texte, qui n'a pas eu un succès formidable. Il l'a écrit dans sa revue, qui s'appelait Imago, et c'est un texte qui est resté à peu près inaperçu en France. Je veux juste rappeler le titre du texte, donc Considération actuelle sur la... Considération actuelle sur la guerre et sur la mort. Et sur la mort. La référence à Nietzsche est évidemment obvie, Freud prenant un malin plaisir à choisir un titre qui, à l'époque, se réfère explicitement aux considérations inactuelles de Nietzsche. Donc, le prétexte immédiat de l'écriture du texte est obvi. On est en pleine guerre, il y a une revue de psychanalyse qui s'appelle Imago, on attend du chef de l'école psychanalytique de Vienne qui prenne parti, ou du moins qui prenne position dans le conflit. Ça, c'est la surface. Derrière, il y a une histoire de femme encore, hein, décidément. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la guerre sans tout d'un coup que, on s'aperçoive que les choses sont un peu plus complexes. Parce que derrière, il y a l'histoire de Sabina Spielrein, qui est cette psychanalyste, qui est devenue psychanalyste, cette jeune femme traitée par Jung, dont Jung est devenu assez proche, elle-même devenant amoureuse de Jung, quittant Jung pour aller chercher secours chez Freud, et créant entre Jung et Freud une discorde qui a été définitive. Mais c'est surtout, c'est pas la question, disons, de la vie privée de Sabina Spielrein qui est au premier plan. Cette femme a écrit en 1912 un texte qui s'appelle « La destruction comme cause du devenir ». Et ce texte est l'expression, la première expression dans l'histoire de la psychanalyse de la formulation de l'instinct de mort, dont elle a persuadé Freud qu'il existait. Et donc, à l'arrière-plan du texte de Freud de 1915, il y a la connaissance par Freud de Sabina Spielrein, qu'il a plusieurs fois écouté, la lecture du texte de Sabina Spielrein et l'hypothèse qui est en train de se formuler chez lui de l'existence de quelque chose comme un instinct de mort, dont on trouvera l'expression bien plus tardivement dans le texte qui s'appelle « Malaise dans la civilisation ». Mais c'est remarquable de considérer que l'arrière-plan psychanalytique du texte de Freud, c'est le texte de Sabina Spielrein, et que bien évidemment Freud ne le dit pas et ne cite absolument pas Sabina Spielrein. À l'époque, il n'est pas encore tout à fait persuadé de l'existence de cet instinct de mort dont les guerres sont la conséquence directe. Mais ça sera le cas dans Malaise dans la civilisation. C'est évident. Alors, le texte n'a pas connu grande fortune. Il a été traduit pour la première fois en France, en tout cas, dans l'édition des œuvres complètes de Freud publiées au PUF, dont les assises de la traduction d'Arles ont été le premier cadre du conflit entre deux manières de traduire. C'est en 1988, le 12 novembre 1988, ici même, dans cette salle, en dessous plutôt, qu'a eu lieu un grand débat, qui était même un conflit, une guerre ouverte entre traducteurs, ceux qui représentaient le camp de la planche qui dirigeait l'édition des œuvres, la traduction des œuvres complètes de Freud au PUF, et les autres, dont moi-même, mais j'étais dans la position inconfortable
d'occuper le poste de médiateur entre les, entre les traducteurs en conflit, et le conflit a été violent. Ils se sont, non pas, ils se sont pas insultés, mais ils se sont qualifiés de part et d'autre de ridicule et de grotesque, ce qui, en français, sont des mots quand même, dans les débats généralement feutrés de nos colloques, sont assez violents. Donc ce texte a été traduit une première fois en français dans le cadre des éditions des œuvres complètes de Freud, et je l'ai retraduit, moi, en 2010, dans le cadre initial d'une édition bilingue, ce qui devait être une édition bilingue, mais l'éditeur n'avait pas, ça arrive aux éditeurs parfois d'oublier les choses essentielles, n'avait pas conscience du fait que l'ensemble des œuvres de Freud allaient tomber dans le domaine public. Donc il a malheureusement publié le texte dans une édition courante qui a eu évidemment une vie très brève avant l'édition de poche qui a tenté de sauver les meubles. Et l'édition courante était heureusement bilingue, l'édition de poche malheureusement ne l'est plus. Mais voilà l'histoire de la publication de ce texte. Et évidemment que la retraduction, si j'ose dire, s'imposait, parce que les optiques de traduction qui ont été les miennes étaient évidemment à l'opposé de celles qui ont prévalu dans l'édition des œuvres complètes de Freud. C'est très exactement l'objet de ma deuxième question, mais donc enchaînez, Marc, puisque j'allais vous demander à chacun d'entre vous dans quelles optiques vous avez retraduit, puisque pour chacun c'est une retraduction avec une histoire, on l'a entendu, assez longue de la traduction. Et retraduire veut dire nécessairement se positionner par rapport à cette histoire. Oui, oui. Alors, bon, dans le domaine des sciences humaines, il faut être à la fois extrêmement précis et modeste. Quand on retraduit, on est dans une position nettement plus confortable, il faut être clair, nettement plus confortable que quand on essuie les plâtres. C'est évident. Maintenant, quand le problème de la retraduction s'est posé, la raison d'être de cette retraduction était évidente, vous allez le comprendre, si les plus jeunes d'entre vous ne connaissent plus le contexte, c'est que la traduction des œuvres complètes de Freud au PUF a pris pour base le travail d'un terminologue canadien qui, avec l'aide d'un ordinateur, à l'époque c'était nouveau, avait répertorié l'ensemble du lexique de Freud et assigné à chaque item de l'original une traduction dans un lexique français. Bon. Ce qui signifie que les traducteurs avaient pour tâche essentielle de relier entre eux des termes déjà choisis qu'il fallait simplement napper de syntaxe, avec des contraintes qui au départ étaient folles et qui ont été heureusement abandonnées, qui étaient au départ donc de respecter jusque et y compris la ponctuation. Or, pour ceux qui ne sont pas germanophones, je dirais que c'est une aberration, puisque en allemand il y a des ponctuations purement syntaxiques, comme la virgule qui indique l'initiale d'une relative, ou un point-virgule en allemand a à peu près la valeur d'une virgule en français. Enfin bon, donc c'était aberrant. Ça ne pouvait pas être tenu. Alors bien évidemment, les traducteurs, comme par ailleurs ceux qui ont travaillé pour les PUF, sont de bons germanistes et n'écrivent pas n'importe quoi. Pensez bien que de l'eau est venue dissoudre ce vin-là. Mais restent quelques points d'ivresse. Néanmoins, par exemple, l'allemand assez banal, psychique, qui désigne ce que le français appelle psychique, a été traduit systématiquement par animique chaque fois que c'est Seele, le mot allemand pour dire l'âme. Bon. Or, moi, je me refuse absolument à considérer quoi que ce soit qui serait animique
Pour une simple raison, si vous voulez, c'est que la métaphorique allemande est extrêmement précise malgré tout. Seele, en allemand, l'âme, bon, c'est quelque chose qui est immédiatement associé à de l'eau. C'est un élément liquide. On retrouve la racine see, la mer, le lac. Bon. Et on comprend très bien pourquoi. Ça fait référence chez Freud à quelque chose de tout à fait technique. C'est que l'eau, comme chacun le sait, n'est pas compressible. Par conséquent, dans l'économie libidinale, si on a affaire à de l'air, on ne comprend pas bien pourquoi la sublimation est inévitable et pourquoi il y a un retour du refoulé. Alors que si on fait la même expérience avec de l'eau, on sait que si on exerce une pression trop forte, le tuyau pète, tout simplement. Et qu'il y a effectivement une crise, un passage à l'acte. Bon. Donc, anémique ne va pas du tout, et ainsi de suite. Simplement, dans ce texte de Freud, les termes techniques sont très peu nombreux. Donc, soyons modestes encore une fois, la justification d'une retraduction était faible. Il n'y avait pas de grande révolution à attendre dans le changement de lexique, sauf dans les points que j'ai indiqués. L'autre problème, celui qui est plus compliqué, alors qu'en apparence il est très simple, c'est celui qui est posé par un doublet allemand, qui est allemand par emprunt, le doublet entre civilisation et culture. On va effectivement y revenir. Absolument. Parce que je vais vous interroger chacun sur des points précis qui sont des clés. Peut-être qu'on peut entendre effectivement la question de la motivation de la retraduction, à la fois pour l'Iliade et pour le Sun Tzu. Alors l'Iliade, c'est vrai, a été traduit, je n'ai pas compté combien de fois en français, bon, mais c'est énorme. Il y a eu 2 traductions récentes par Bacchès et par Philippe Brunet. Donc, pourquoi? Alors d'abord, c'est personnel, c'est-à-dire que bon, je suis philologue, comme on dit, je m'intéresse à comprendre les textes à la lettre, et avec l'idée que un texte, il n'y a pas de profondeur dans un texte. Tout se passe dans la lettre. C'est-à-dire tout se passe dans la manière dont les mots, les phrases sont composés, etc. Il ne faut pas aller en dessous. Il faut s'en tenir à ce qui apparaît. Et que maintenant, je dois dire que j'ai commencé à traduire il y a, en fait, c'était quoi, en 95, la première fois, pour le théâtre. D'abord, j'avais travaillé avec Ariane Nouchkine, mais je lui commentais le texte d'Eschyle pour qu'elle le traduise elle. Donc j'étais un peu frustré quand même, d'autant qu'elle traduisait bien. Et donc j'ai commencé à traduire, bon, justement, mais tard dans ma carrière. Et maintenant, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que, non seulement pour mes étudiants, donc, la plupart ne sont pas hellénistes, donc je traduis de l'Homère, ou de l'Hésiode, ou de l'Euripide, etc., quand on lit un texte. Mais pour comprendre, il faut la traduction. Parce que la traduction, je ne pense, c'est pas que la question de la terminologie versus syntaxe. La traduction, c'est pas comprendre des mots, c'est comprendre ce qui fait qu'il y a ces mots. C'est-à-dire que le mouvement qui fait que les mots s'enchaînent et qu'une forme de temporalité s'inscrit dans le texte. Et c'est ce mouvement-là qui peut être un mouvement chaotique, même critique de lui-même, etc. Donc c'est la syntaxe qui prime sur le vocabulaire. Les mots, c'est assez facile à traduire. Mais c'est les liens. Et donc c'est de voir comment un auteur ou un poète ou un Homère ou les Homères lance une phrase. Et par exemple, un vers, l'hexamètre dactylique, qu'on sait maintenant très bien. Bon, Philippe Brunet, je crois, est venu ici vous en réciter. On sait réciter de l'Homère maintenant. Mais on voit un hexamètre dactylique, c'est une forme longue. Alors, il n'y a pas de césure dedans, c'est continu, mais il y a des temps forts, il y a des accents, etc. Et en général, quand même, un hexamètre, c'est fait par antithèse. Donc, c'est comme une strophe, un hexamètre. Et alors, première chose. Deuxième chose, pour moi, ce qui m'apparaît de plus en plus, c'est que Homère, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas l'idéologie du héros. Ce n'est pas l'idéologie de la belle mort, malgré Vernon. Il n'y a aucune belle mort dans l'Iliade. Toutes les morts sont atroces. Le mérite d'un héros, c'est pas de bien mourir, c'est de bien tuer. C'est tout à fait différent. C'est un peu plus quand même dynamique. Mais je veux dire, il s'agit de, il n'y a pas l'héroïsme comme valeur, etc. Non, certainement pas. C'est beaucoup plus complexe. Et Homère s'est fait d'une réflexion sur, alors les textes d'avant qu'on n'a pas, mais une réflexion sur le texte homérique lui-même. Et quand il y a des répétitions, alors qu'il faut surtout garder, ce qui n'est pas fait en général, il y a les formules, et là, quand les termes sont identiques,
il faut les garder, sauf quand en français, on voit qu'on n'a que 2 termes, là où le grec n'en a qu'un. Bon, là, on a des problèmes. Donc, une fois, ça m'est arrivé de traduire, c'est pas bien, faut pas le faire, un mot, le mot phobos, enfin probos, qui veut dire à la fois la frayeur et la fuite. Et quand vous avez dans 2 vers différents le mot employé d'abord dans un sens puis dans l'autre, il faut respecter la tradition. J'ai traduit ils s'enfuirent de peur, ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas bien, je sais, faut pas le faire. Mais, donc, mais je veux dire, donc on a une réflexion du texte sur son propre temps interne, sur le fait que un vers, alors une formule ou un vers, ou même parfois 5 vers ont été employés avant, etc. Et parce qu'à chaque fois, ce sont des petits décalages, en fait, parfois dans la lettre, mais parfois dans le temps, qui font que, comme je le disais tout à l'heure, comme pour moi, l'Iliade, fondamentalement, n'est pas un récit. C'est-à-dire, c'est une mise en problème de tout ce qu'on peut penser vivre. Eh bien, donc, ce sont des points de vue différents selon les situations. Il faut avoir la précision de faire ressortir le discontinu de ce texte, qui est extraordinairement précis par rapport à lui-même. Or, la plupart des traductions traduisent une atmosphère, une idée de la guerre, idée de l'héroïsme, idée de l'archaïsme, etc. Or, je pense que là, il faut être beaucoup plus analytique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en mettant l'accent notamment sur les mots grammaticaux. C'est les mots de la syntaxe qui sont en début de vers, là où ça commence en général par toute une série de particules, un vers. Alors c'est très dur à traduire, on ne peut pas les traduire toutes, mais il faut trouver le moyen de faire entendre un mouvement. Et je pense qu'aucune traduction, parce que ou bien les traductions sont rythmiques ou métriques, mais dans ce cas-là, ça ronronne, quoi, je trouve. Et souvent, on perd la précision. Homère, c'est extraordinairement virtuose. Il n'y a pas un vers qui ne soit pas travaillé. C'est ça qui est important. Donc, même s'il n'y a pas un auteur, il y a des auteurs, c'est un métier. Et je crois que... Bon, et puis par ailleurs, ce que je voudrais, alors là, c'est la grande ambition. Je trouve qu'actuellement, c'est vrai, là, en France, en poésie, on a des poètes absolument extraordinaires, mais des poètes qui ne parlent pas du monde. Ils parlent du langage, ils parlent d'eux-mêmes, de leur expérience, etc., mais pas du monde. Et je trouve que... Voilà, c'est très très ambitieux, je ne devrais pas le dire, là je devrais rougir de le dire, mais il y a un moment, il faudrait peut-être réintroduire dans la poésie un moment épique, c'est-à-dire un moment où on parle du monde en train de se faire et de se défaire. Ça me paraît capital. Et là, je pense qu'il faut inventer des formes poétiques pour ça. Et donc, moi je ne suis pas poète du tout, mais peut-être qu'une manière de traduire Homère, enfin disons, on peut inciter vers ça. Merci beaucoup. Et donc, pour renvoyer la même question en Chine... Alors, il y a, semble-t-il, énormément de traductions françaises du texte de Sun Tzu. Mais en réalité, c'est une apparence. Il n'y en a que 2 ou 3. Jusqu'à ce que j'ai fait en 2000, proposé en 2000, une nouvelle traduction. La première traduction, d'ailleurs, est une traduction du Père Amyot, qui est très, très ancienne. Elle est dite traduite du chinois, mais elle n'est pas traduite du chinois. Elle est traduite du mandchou. Et cette traduction du mandchou intègre les notes confucéennes des traducteurs mandchous dans le texte français, mais transformé en glose chrétienne. Donc on a un texte confucéen chrétien fait à partir d'un texte qui n'est pas du chinois. Donc c'est une traduction d'une traduction. Et encore une traduction d'une traduction qui est une interprétation et même une transformation totale du texte original. Donc c'est ça la première traduction. Puis on a d'autres traductions, paraît-il plus fidèles, qui sont celles d'un certain Nachin. Nachin ne connaissait pas le chinois. C'était, je crois, un capitaine de vaisseau belge qui s'est intéressé à la Chine et qui a pris la traduction d'Amyot et a décidé de la mettre dans un langage plus moderne. Et donc, mais cette traduction de Nachin est pratiquement introuvable. On trouve des traductions de Nachin se présentant comme des traductions d'Amyot et transformées par les soins des éditeurs. Et alors donc là, et ces traductions transformées par les soins des éditeurs, qui d'habitude ne connaissent pas le chinois, mais qui connaissent l'anglais, et donc qui avaient repris les traductions de Griffith pour intégrer un certain nombre de corrections
à ces traductions. Par exemple, c'est le cas d'une très bonne traduction d'ailleurs de l'impensée radicale qui s'appelait Les 13 articles, qui a eu un grand succès dans les années 70 et qui a alimenté toute finalement une certaine forme de réflexion de l'ultra-gauche. Il faut préciser que la structure du Sun Tzu, c'est en 13 chapitres, c'est ça? Oui, c'est voilà, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, non, pas du tout. C'est-à-dire que le 13... bon, alors là, il faudrait faire une conférence sur ce que j'appellerais la traduction des textes inexistants. C'est-à-dire que le Sun Tzu n'existe pas comme texte. Il existe à travers ses traductions et les commentaires. Le Sun Tzu lui-même peut avoir 80, 60 ou 20 chapitres ou 5. C'est comme on veut. C'est-à-dire que c'est un choix, en quelque sorte, de texte décidé par des éditeurs parmi un corpus et disons, un courant, c'est-à-dire une école. Et donc, il peut très bien avoir 13 articles, comme on pourrait en trouver 50. Donc, disons, c'est tout de même une reconstitution. Et les traductions, à mon avis, ont créé le Sun Tzu, et les commentaires. Bon, mais disons, ça, c'est une autre question. Pour la question des traductions, en réalité, il existait très peu de traductions réelles du Sun Tzu à partir du chinois. La première traduction est celle qui s'appelle, je crois, Cabestan, Madame Maniquet Cabestan, et sa traduction, elle est une vraie traduction, mais elle part, à mon avis, d'un point de vue qui est faux. C'est-à-dire qu'elle considère que c'est un texte uniquement stratégique et que ça ne parle finalement que de la guerre. Mais ce n'est pas vrai. Le Sun Tzu est aussi un texte, disons, une réflexion sur l'art de la domination, et c'est un texte, en réalité, philosophique. Et il parle, en réalité, de la préséance du non-être sur l'être. C'est pour ça que l'une des premières phrases du Sun Tzu, c'est « l'art de la guerre repose sur le mensonge ». Or, le mensonge, c'est le non-être. Et donc, comme ça se trouve dans le sophiste de Platon. Donc, c'est vraiment l'idée que ce qui n'apparaît pas doit dominer. Et le mouvement du Tao, c'est-à-dire le mouvement de l'absolu, du principe absolu, est dominant et réussit finalement à construire l'univers parce que le Tao n'existe pas. Il est non-être. Donc là, on a quelque chose de très différent de la philosophie grecque, d'opposé. On a une néantologie, pas une ontologie. Et toute disons, le jeu sur le langage de Sun Tzu, c'est de faire disparaître l'être et de créer une espèce de dialectique de la transparence et de l'opacité. C'est donc un texte qui joue sur tous les registres du réel et où il y a une plasticité polysémique fantastique. Et quand on parle, par exemple, de l'affrontement, on parle de toute autre chose, on parle en fait de la cosmogénèse. Et donc ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a un texte qui semble au début assez trivial, qui parle de détails avec le relief et tout ça, mais le vocabulaire qui est employé est celui du yin et du yang, donc de la cosmologie. Et quand on parle, par exemple, d'aller vers la droite ou vers la gauche, en réalité, il y a toujours une dimension cosmique. Il y a un terme que vous commentez beaucoup dans la préface de l'ouvrage, qui est le terme Xing. Écrit X-I-N-G, je ne sais pas si je le prononce correctement, Xing. Oui, c'est les formes. Voilà. Et c'est les formations, c'est-à-dire c'est le terrain qui joue un très grand rôle, le relief est fondamental dans la lutte armée, mais c'est aussi la disposition des troupes sur le terrain, mais en philosophie, ce sont les formes. Et une armée arrivant à son point, en quelque sorte, de perfection ultime, perd toute forme, elle n'a aucune qualification, c'est-à-dire qu'elle disparaît. Une bonne armée est invisible, donc elle est digne. Elle n'est pas que yin, elle est finalement semblable au Dao qui conditionne toutes les formes, c'est-à-dire qui finalement prend le pas sur l'ennemi, parce que lui est toujours visible, il est toujours dans le monde des formes. Il appartient Enfin, il faut sortir en quelque sorte de la malédiction du sensible. C'est pour ça aussi que dans ce renversement, la guerre, la vraie guerre, se remporte sans qu'il y ait guerre. C'est-à-dire que le comble du combat, c'est de ne pas, en quelque sorte, arriver à l'engagement. L'ennemi, en fait, un grand général ne vient à bout que d'un ennemi qui est déjà à terre. Donc c'est le contraire de l'idéal héroïque. C'est-à-dire que le général se fond dans le Tao, qui est le cours spontané des choses, quoi. Quelque chose comme ça.
Voilà, mais disons, cela impose un certain nombre de choses pour la traduction. C'est-à-dire que, comme il y a une plasticité polysémique extraordinaire, il faut, et qui ne correspond absolument pas au champ sémantique du français, on doit choisir à chaque fois les termes, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'un terme concret renvoie à des termes abstraits. Et puis d'autre part, il faut rendre compte de ce passage, de cette espèce d'une forme de lyrisme, parce que c'est un texte lyrique, et en même temps c'est un exorcisme, parce que en réalité à l'époque, la guerre était très meurtrière. Il y avait 300 000 morts à chaque engagement à peu près. Les armées étaient des armées considérables, c'était des sociétés qui étaient totalitaires et qui pouvaient mobiliser vraiment des populations entières, et donc les guerres se soldaient par des bains de sang. Et le Sun Tzu est une espèce d'incantation pour en quelque sorte sortir de façon fictive de cette espèce de carnage. Et donc il faut rendre compte de ça. Il y a un côté très poétique, à la fois très concret, pragmatique, avec l'idée d'une efficacité, et en même temps tout un lyrisme. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre. Alors, on a parlé de quelques termes clés dans le Sun Tzu. Il y a dans chacun des ouvrages que vous avez traduits des termes clés qui peut-être ouvrent justement à partir de la discussion sur ces termes à des problématiques plus larges. Je voulais, Pierre, vous lancer sur le commentaire que j'ai pu lire dans les extraits que vous m'avez envoyés, puisque l'ouvrage n'est pas encore publié, hein. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir lire le chant 16, dit la Patroclie, où les Myrmidons, qui sont les guerriers d'Achille, vont enfin entrer en action, et ils sont décrits comme une meute de loups. Et vous faites là une longue note sur une expression difficile à traduire qui est phonon aimatos. Oui. Alors, juste pour rebondir, parce que c'est trop tentant, je veux dire que par rapport au caractère cosmogonique donc d'un traité sur la guerre, alors en Grèce aussi, la notion de querelle, qui est le thème épique par excellence, la querelle, Éris, le conflit, sert de schème. Normalement, chez Hésiode, qui raconte la naissance des dieux, c'est-à-dire la naissance du monde, et ensuite dans les cosmologies, cosmogonies, c'est le schème principal, parce que la querelle, c'est ce qui produit du déterminé, et donc ça produit de la différence, donc ça produit du savoir, etc. Alors, on a bien ça chez Homère aussi, sauf que Homère, c'est par un mouvement inverse, d'une certaine manière, c'est-à-dire que contre toutes les manières d'utiliser ce schème pour dire que voilà, le réel, c'est ça. Donc avoir une définition de type ontologique, par exemple, comme on a chez Hésiode, Homère déréalise tout le temps. Il déréalise, c'est-à-dire que toute idée d'ordre est soumise à un désordre, est soumise à un principe de différence qui est le principe du temps, puisqu'il n'y a aucune autorité qui décide de la limite qu'il y a entre les choses, donc de la légitimité des conflits. Même Zeus est en perpétuel conflit avec lui-même. Donc ça, c'est une chose. Donc et je pense que dans Homère, il n'y avait pas encore la philosophie à son époque, mais il y a une volonté de ne pas entrer dans une vision systématique arrêtée, comme on a chez Hésiode, par exemple. Et ensuite dans les cosmologies. Donc Homère n'est pas philosophe au sens où il refuse toute tradition systématisante, puisque le Dieu qui fait qu'il y a ordre fait lui-même l'expérience de la tromperie, de la déception, etc., etc. Alors, pour venir à un point, oui, donc sur la traduction, donc il faut que je mette mes lunettes. Alors, traduction qui n'est pas... Je traduis la moitié à peu près, et d'ailleurs, je ferai une traduction où je mettrai beaucoup, beaucoup de notes. Parce que l'idée d'un texte pur qu'on lit comme ça, pour Homère, n'a pas de sens. Et il faut, il faut donner quand même non seulement des informations, mais dire à peu près ce qu'on pense du texte. Alors voilà, donc c'est une comparaison qui est vraiment très gore, horrible. Donc Achille a accepté pas de renoncer complètement à sa colère, mais il a accepté devant la défaite des Grecs, puisque le camp grec est menacé, Hector va mettre le feu à un bateau. Il a accepté que Patrocle s'en aille combattre les Troyens avec ses armes. Et donc ce sont les Myrmidons, alors c'est un peuple qui n'existe pas, qui est autour d'Achille, donc qui vont partir en guerre. Alors voilà, ça donne ça. Oui, voilà. Achille alla vers les Myrmidons pour qu'ils se cuirassent de leurs armes et passaient par chaque baraquement, comme des loups qui mangent cru, avec dans la poitrine une force indicible, qui dans les montagnes ont mis à mort un grand cerf ramé et le dévore. À tous, la joue est rouge de sang, et qui en troupes s'en vont, d'une source d'eau noire lapée l'eau noire de leur langue subtile,
à la surface, en vomissant un massacre de sang. Le cœur au-dedans des poitrines ne tremble pas, même si dans son orbe le ventre est pesant. Pareillement, les meneurs de Myrmidon et leur chef qui entouraient l'assistant efficace de l'Éacide, Achille, rapide à la course, s'élançaient. Alors, il y a ce que j'ai traduit par massacre de sang, ça posait problème aux Grecs, aux anciens. Vous avez 2 fois le mot sang, c'est du sang de sang. Alors, mais avec 2 mots différents, c'est ce qu'on vomit, ce que vomissent les loups, c'est phonos, c'est la racine teino qui veut dire frapper, et phonos, ça peut être aussi le meurtre, et haematos, haima, donc hématome, c'est le sang en tant que matière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Échille, dont j'ai traduit aussi l'Agamemnon, a pris cette expression qui faisait problème. Pourquoi il y a 2 fois sang? Eh bien, il a dit que quand Clytemnestre tue Agamemnon, il exhale, alors là, il emploie un autre mot, un égorgement de sang, haematos phagen. Et donc, c'est une manière pour lui de lire le texte d'Homère en disant, dans Homère, il faut bien comprendre que le mot phonos est encore un nom qui veut dire une action. Donc, le sang est dit 2 fois, à la fois, comme c'est pour ça que j'ai mis massacre, un massacre de sang. Alors là, si on accepte ça, c'est pas simplement gore, justement, c'est pas qu'ils vomissent du sang, ils vomissent leur propre action meurtrière. Alors ça devient absolument passionnant, parce que si on fait un peu d'analyse, les loups, ils ont tué. Et ils ont le ventre plein. Et bien qu'ils aient le ventre plein, le ventre est pesant, ils ont un cœur qui ne tremble pas. C'est-à-dire, bien que repus, ils sont encore en position de guerrier, ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est ou l'un ou l'autre. Et ensuite, ils boivent une eau. Alors, en général, l'eau est noire, donc comme le sang. Et ils expulsent, au moment où ils se reposent, dans une scène pacifique, près d'une fontaine, ils expulsent leur meurtre. Et alors, si on voit, il y a tout un rapport. En plus, c'est l'eau qui lappe à la surface, alors qu'on parle ensuite du sang qui vient de l'intérieur. Donc c'est vraiment extrêmement raffiné et très très virtuose, ça. Et si on pense que donc, ce sont des loups repus, mais qui refont le massacre en buvant de l'eau, donc dans ce mouvement contraire, ils crachent alors qu'ils doivent absorber, eh bien, ils servent de comparant aux myrmidons qui n'ont pas encore tué, qui n'ont pas encore mangé, et qui sont simplement, qui partent à l'assaut, et qui vont tuer, sauf qu'après, ils font quasiment rien dans le texte, les myrmidons, ça c'est un problème. Mais donc, c'est la violence pure. Alors, c'est là qu'on voit que le texte est extraordinairement travaillé et réflexif, c'est-à-dire que dans une comparaison, et c'est souvent comme ça dans les comparaisons d'Homère, très compliqué dans la syntaxe, etc. C'est pas la même langue que dans le récit. Eh bien, vous avez la totalité de l'action des myrmidons, donc avec un meurtre qui a lieu, qui se répète dans un vomissement, etc. Donc avec une analyse physiologique. C'est une image fixe, figée, qui dit un élan, simplement. Et ça conclut sur l'action des myrmidons avant même qu'elle ait lieu. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de voir comment le texte construit comme ça des temporalités différentes, donc ça avec des procédures traditionnelles. C'est vrai, la comparaison des loups, on la trouve très très souvent, sauf que là, elle est extraordinairement développée. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'il faut travailler, quoi. Donc alors là, on cède avec les commentateurs anciens qui disent attention, les 2 mots ont tel sens, etc. Bon, donc on n'est pas dans la terminologie du tout, on est dans la mise en relation. Vous voyez. Marc Delaunay, je voudrais revenir sur le sujet qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire il est assez connu des germanistes que culture ne veut pas dire culture et civilisation pas tant civilisation, mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être rappelé pour les non-germanistes et ça a une importance particulière dans ce texte. Oui, c'est-à-dire que, en fait, culture et civilisation, dans une langue comme l'allemand qui importe très facilement les termes étrangers, ça n'a pas grande importance terminologique. Je veux dire, le mot allemand pour dire culture, ce serait Bildung, comme l'anglais Bild. Mais au fond, tout le monde comprend ce que culture veut dire et ce que civilisation veut dire. C'est simplement les événements historiques qui font que les débuts de la propagande qui démarre en 1915, date où le texte a été écrit, début de la propagande moderne, c'est-à-dire propagande d'État organisée et suivie par un certain nombre d'intellectuels qui ne sont jamais en retard pour devancer l'appel en la matière, ont érigé
ce couple civilisation-culture en un duel cosmologique, c'est-à-dire un duel qui oppose deux conceptions du monde. La conception du monde allemande, qui est fondée sur la Kultur, et la Gemeinschaft, la communauté. Le mot Kultur se référant alors à une dimension d'enracinement populaire d'une tradition qui a pour vecteur les liens communautaires de ce qu'on suppose être un peuple en quête de son identité. On remonte aux romantiques et à Herder. En face, vous avez la civilisation. Ça, c'est les anglo-saxons, les Français, c'est-à-dire les gens qui s'appuient sur la Gesellschaft, la société, et qui font valoir des arguments ou des intérêts utilitaristes à travers le recours systématique à une valorisation de la technique au détriment d'un rapport à la nature. Donc, ce couple culture-civilisation devient l'emblème de la lutte entre deux conceptions du monde, conception du monde germanique, disons, et conception du monde anglo-saxonne et française. Sauf que, bien évidemment, ça ne marche pas dans cette propagande pour des raisons évidentes. C'est que où mettre les Russes là-dedans? La seule catégorie qui leur convient, c'est barbares. Bon. Où mettre les Français qui sont des traîtres, puisqu'ils ont fait alliance, eux qui sont censés incarner le bel esprit et la culture, ou le Witz, bon, ils ont fait alliance avec les barbares qui sont les Russes. Où mettre exactement les Autrichiens, qui sont pas exactement qui sont pas du tout des Prussiens, qui sont catholiques. Bon, cette érection d'un doublet aux fins de propagande ne marche pas. Mais la question que pose Freud est à l'arrière-plan de ce doublet. Elle ne se situe pas au niveau de la propagande, et Freud n'écrit pas un texte de propagande. La question est la suivante. Comment expliquer qu'au moment où l'Europe, qui existe beaucoup plus qu'aujourd'hui, à l'époque, du moins entre lettrés, entre gens cultivés, comment se fait-il que cette Europe, qui est manifestement au sommet de son génie culturel, comment cette Europe peut-elle trouver intérêt à se précipiter dans un conflit comme celui de la Première Guerre mondiale? En 1905, Einstein est en train d'écrire ses premiers articles sur la relativité restreinte. Il vient d'y avoir, au début du tournant du siècle, la sécession à Vienne. Berlin est incontestablement une capitale intellectuelle, littéraire, esthétique, magnifique. Bon. Comment se fait-il que cette Europe, au sommet de son progrès scientifique, au sommet de son progrès culturel, artistique, comment cette Europe peut-elle trouver intérêt à se geler les pieds rongés par la gale dans des tranchées bourbeuses à attendre le bombardement d'une artillerie? Voilà la question que pose Freud. Et effectivement, c'est un scandale qui interroge l'ensemble de l'Europe lettrée, qui bien évidemment ne se parle plus, ne s'écrit plus, etc., mais qui néanmoins se serrait la main et était en quelque sorte lié par de vrais liens de respect et d'intérêt culturel quelques mois avant le déclenchement du conflit. La question donc que pose Freud, c'est une question de culture ou de civilisation qui engage la survie de cette culture ou de cette civilisation. Et vous décrivez bien dans la préface comment il y a le mot Kultur qui est utilisé dans le titre, Das Unbehagen in der Kultur, donc devient civilisation dans la traduction. Et le problème que c'est quand on passe de la civilisation aux civilisations au pluriel. Et que c'est par ce passage au pluriel qu'advient la possibilité de la guerre. Absolument. Et Freud, là, est bien conscient du fait que l'argument principal qu'il va faire valoir, sans le dire encore, c'est évidemment qu'il existe partout des ferments de haine et de violence et un intérêt tout à fait libidinal pris au passage à l'acte. C'est le passage il y a un magnifique passage dans ce texte où Freud souligne ce qu'il appelle la haine des petites différences.
que tout le monde connaît, surtout les gens qui ont vécu en couple. Au bout d'un certain moment, le fait que l'autre ne rebouche pas le tube de dentifrice devient un objet qui peut faire basculer dans des dérives passionnelles. C'est cet ordre-là. C'est-à-dire, vous, les Français, vous ne faites pas ceci comme nous. Vous, les Allemands, vous ne faites pas ceci comme nous. Bon, etc., etc. Et cette haine des petites différences devient le prétexte ou la possibilité, la porte ouverte à l'expression effrénée de ce que Freud appelle les pulsions primitives. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même des scientifiques qui se précipitent là-dedans. Je sais qu'il y a des médecins français qui ont décrit la bromidrose des pieds, dont souffraient forcément les Allemands, parce qu'ils étaient Allemands, ils souffraient de la bromidrose des pieds. Les pieds se décomposent parce qu'ils sont Allemands. Voilà. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de... En matière de propagande, si vous voulez, à partir du moment où la propagande s'installe, il n'y a plus de frein. Il se trouve que pendant la Première Guerre mondiale, la propagande a usé de tous les arguments possibles et imaginables, mais n'a pas atteint le stade qu'on verra se réaliser plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que, c'est intéressant pour nous autres traducteurs, la langue n'est pas atteinte. La langue dit toutes les conneries qu'on peut imaginer. La langue ment, est instrumentalisée, mais la langue ne change pas. On n'introduit pas dans la langue des termes qui, comme ce sera le cas dans ce que Klemperer a merveilleusement montré dans LTI, signifient autre chose que ce que leur sens initial. Donc la langue n'est pas encore tout à fait atteinte. Elle est dévoyée. Karl Kraus, en Autriche, a passé son temps dans la revue qu'il écrivait tout seul, lui-même, Die Fackel, à dire à quel point la langue était dévoyée, mais la langue elle-même n'était pas atteinte directement. Ce sera le cas plus tard. Mais néanmoins, le symptôme qui est en train de se mettre en place là, c'est la justification étatique de la négation de l'appartenance de l'autre, des autres, à la communauté humaine. C'est un bouleversement moderne des oppositions traditionnelles. Il y a une histoire des oppositions qui débouche sur l'opposition que nous avons connue au XXe siècle, qui est une opposition un peu ultime entre humains et non-humains. Et la Première Guerre mondiale est le premier moment où cette opposition est si radicalement inaugurée. Autrefois, les oppositions, c'était des oppositions beaucoup plus supportables. Les oppositions nationales, ça va très bien. Les oppositions culturelles nationales, ça va très bien. Les oppositions entre païens et chrétiens, des grandes oppositions, donc croyants, infidèles, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont à l'œuvre. Et avant, des oppositions entre, disons, barbares et grecs. Bon. Maintenant, si vous avez une opposition entre humains et inhumains, il n'y a pas plus radical. Je voulais justement revenir sur la question de la société des dieux, enfin de la transcendance dans chacun des textes, qui va évidemment aborder de façon tout à fait différente. On a là une société des dieux, vous l'avez dit, on a une société des hommes. Elle s'interpénètre bizarrement, alors que je n'avais pas gardé ça en mémoire de ma première lecture. J'ai découvert en relisant l'Iliade que les dieux étaient tout à fait vulnérables, c'est-à-dire que quand ils s'incarnent pour descendre au combat, ils peuvent être blessés. Ils peuvent eux-mêmes être, vous l'avez dit, dupés par des ruses. À un moment donné, Zeus se laisse endormir par une ruse des rats et qui veut parvenir à ses fins malgré l'interdiction d'intervenir sur le champ de bataille. Donc il y a une société des dieux, il y a une société des hommes, elles interagissent pas d'une façon totalement prévisible. Oui, Héra couche avec son mari pour qu'il s'endorme, quoi, et ça marche, quoi. Donc, et après, il se réveille pas content. Et il fait de la théologie. Mais alors, justement, on a deux dieux, deux divinités qui se font blesser. C'est alors les deux contraires, mais les deux amants, Aphrodite et Arès. Donc, c'est la guerre de Troie, Aphrodite et Arès. Aphrodite, c'est Hélène, les amours de Paris, c'est d'Hélène, et Arès, c'est la guerre. Donc, ils font couple. Eh bien, il les blesse tous les deux. Mais il s'appelle Diomède. Et Diomède, ça veut dire la pensée de Zeus.
C'est-à-dire qu'en faisant ça, il applique en fait le plan de celui dont il porte le nom, quoi, même si lui ne le sait pas. Alors c'est vrai que c'est tout le problème, c'est-à-dire que si on prend une démarche de type théogonique, c'est-à-dire qui dit vous avez une naissance des dieux, donc un rapport généalogique d'un dieu à un autre, et donc c'est un rapport causal et c'est un rapport irréversible. Eh bien, à ce moment-là, donc ça c'est là-dessus que va travailler Hésiode et les philosophes qu'on appelle les présocratiques qui vont travailler dans ce cadre-là, c'est-à-dire c'est un principe de détermination causale. Il faut qu'il y ait une origine. Alors tout le problème est de ne pas se tromper dans l'origine. Est-ce que je vais mettre océan comme premier dieu ou nuit? Ou Hésiode, lui, il fait un couple bizarre là il n'y a aucune union, c'est le vide, le chaos et l'éther. Donc, mais c'est de la spéculation, c'est-à-dire qu'il faut trouver, c'est pas une transcendance encore, parce que ce ne sont pas des dieux hors du monde, mais il faut trouver le principe, ou une dualité, à partir duquel on peut expliquer l'existence du multiple. Bon. Homère, alors c'est vrai que c'est pas son genre, lui il fait une épopée héroïque, c'est pas une épopée théogonique sur les dieux, mais Homère récuse ça, et c'est ça qui est une espèce de, je trouve, on peut le dire, de supériorité extraordinaire de cette entreprise, c'est-à-dire de tenir à la fois ce principe qu'on a bien un monde un. Le monde existe, il y a le ciel, le Tartare, il y a la terre au milieu, etc. Et puis il y a Zeus, donc on a bien un monde un, et il tient, il a des règles. Donc dans ce monde, il peut y avoir du multiple, mais le récit, enfin, la mise en temps de ce monde, fait qu'il doit se recréer à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut que Zeus persuade qu'il est bien le chef. Ou bien il le fait par la menace, ou il le fait par le discours, bon, parfois il s'endort, etc. Et donc, le fait même qu'il y ait un monde dont on puisse parler, donc, auquel on puisse vivre, tient, et l'effet des actions, au lieu que les actions des hommes et des dieux soient l'effet de l'existence de principes transcendants. Et c'est cela qui fait donc il y a une immanence. Et bon, alors les dieux grecs, comme vous savez, ne créent pas le monde. Il n'y a pas de dieu créateur en Grèce, jamais. Même le démiurge de Platon, c'est un mythe. Et en plus, il ne crée pas le monde. Il fait que les idées deviennent sensibles. C'est pas une création. Il n'y a pas de création en Grèce. Il n'y a pas de transcendance. Les dieux sont dans le monde. Et alors simplement, comme les dieux sont des forces de stabilité, normalement, Poséidon, c'est la mer, etc., eh bien, ce que fait l'épopée, c'est de produire un ordre des choses qui ne soit pas un ordre réel, au sens où là, la réalité ne se confond pas avec une constitution du monde. C'est un symbole, et c'est un symbole qui est surtout une idée, c'est une exigence, c'est l'idée d'un monde un qui travaille. Et on l'a fait travailler en la confrontant à tout ce qui n'est pas elle, à tout ce qui est le divers, les actions, etc. Donc c'est un poème qui, d'une certaine manière, est étonnamment réflexif et qui n'affirme pas une thèse sur les choses. C'est pour ça que les sophistes ont pu s'inspirer d'Homère. C'est-à-dire que puisque tout dépend de ce qui va se passer hic et nunc dans tel combat, dans tel conseil, enfin, telle délibération. Alors, et la chose que je voudrais dire, c'est que, on peut dire peut-être deux choses, c'est que l'intérêt, c'est de parler des individus. On a tous ces listes de gens qui sont tués, alors les morts sont horribles. Et en plus, ce sont des gens qui meurent et on ne sait pas qui c'est, ce sont des héros qui n'apparaissent que là. Mais c'est précisément l'intérêt pour l'individu. Tel type, troyen ou grec, dont on n'a jamais entendu parler, est mort de cette manière, en général horrible, la description est terrifiante. Eh bien, c'est pour, non seulement, c'est vrai, apprendre à mourir, je crois que comme les Grecs étaient des brutes, enfin, ils n'arrêtaient pas de se battre, donc il fallait bien qu'ils apprennent ça, apprendre à tuer, mais aussi pour que, d'une certaine manière, c'est l'équivalent de notre salut que dans la tradition judéo-chrétienne, il faut que le nom soit cité. Mais là, il est cité au début, dans un monde passé. Et ce sont chaque fois donc comme si la chose la plus individuelle pouvait trouver sa légitimité. C'est ça que propose la poésie. Du coup, on est très loin du geste philosophique. Vous voyez, on est, même si c'est analogue, mais la philosophie aussi va essayer de déduire le réel, le particulier, mais là, on part du particulier. C'est le particulier avec la mort, la mortalité, qui devient le principe de représentation du tout. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez fantastique, quand même. Donc finalement, on est beaucoup plus dans l'immanent que ce que voilà. À l'inverse, alors dans le Sun Tzu, moi je pensais lire un traité stratégique qui ramène la possibilité de la victoire au niveau des humains, qui n'en fait pas du tout une affaire de Dieu, et je pensais que les dieux étaient totalement absents. Or c'est vrai, mais enfin c'est vrai ou pas, vous allez me le dire, mais
la transcendance est là, puisque le principe créateur est soustrait à la création. Donc, vous allez nous expliquer ça. Donc, disons que tout le traité sur l'art de la guerre s'inspire et reprend entièrement la métaphysique taoïste. Dans la métaphysique taoïste, il existe un principe transcendant. Le principe transcendant, c'est le néant. C'est lui qui crée le monde et, disons, c'est le vide qui crée, en quelque sorte, l'existence. Et le général en chef et son armée doivent, pour, en quelque sorte, remporter la victoire, se conformer à ce qui est le principe créateur et qui est dominant et efficace. L'efficacité. Devenir liquide, comme on parlait de liquide, c'est oui, ça, alors, devenir un fleuve. C'est-à-dire que l'image même disons, d'une bonne armée, c'est l'image de l'eau, c'est-à-dire de quelque chose qui est faible, qui semble faible, mais qui finalement sape tout, qui se conforme aux accidents du terrain et qui en même temps ne peut pas être entamée, puisque à partir du moment où on l'entame, elle reprend sa forme. Donc c'est l'image même d'un principe qui semble évanescent, totalement impuissant, humble, qui coule vers le bas et qui en même temps domine tout. Mais naturellement, il s'agit d'une image, dans la mesure où le général doit transformer l'univers des formes. Disons, l'eau est, dans le domaine des formes, l'une des meilleures représentations possibles de ce qui n'en a aucune. Et donc, on a tout de même un système où, pas le prince, mais le général, qui d'ailleurs fait corps avec le prince, dans la mesure où il possède exactement les mêmes attributs, d'où d'ailleurs des conflits entre le pouvoir du général et le pouvoir du souverain. Et d'autre part, on a un système où le général en chef a un rôle démiurgique, c'est-à-dire qu'il considère ces hommes comme des choses. C'est-à-dire que, comme le souverain aussi, considère des sujets comme des choses. C'est-à-dire qu'il manipule ces sujets qui sont en quelque sorte une pâte qu'il pétrit. Et c'est très important, parce que l'idée fondamentale, c'est que la vraie lutte, et en soi, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est que la vraie lutte ne se déroule pas contre un ennemi, mais contre ses propres troupes. Parce qu'il faut bien dire qu'on avait des armées qui étaient des armées de conscrits, qui n'avaient qu'une idée, c'était de retourner au champ, et quand ils voyaient l'ennemi, ils pensaient qu'à fuir. Et donc la peur il fallait qu'ils aient plus peur de leurs généraux que de l'ennemi. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé après la guerre... après 14, dans les années 16, où alors la victoire finalement des armées françaises et des Alliés a été remportée non pas par les Français, mais ce sont, disons, les généraux français qui ont vaincu leurs troupes. Les fusillés, pour l'exemple, par le général Pétain, c'est ça? Oui, oui, avec, disons, les exécutions. Et finalement, les soldats allemands ont vaincu leurs généraux et les généraux français ont vaincu leurs soldats. Disons, il y a ça dans la guerre. Il y a tout cet aspect qu'on oublie, c'est que le conflit ne se passe pas simplement entre les belligérants, mais se passe surtout entre ceux qui font la guerre et ceux qui obligent les autres à la faire. Oui, là, le parallèle avec la guerre de 14 est quand même assez frappant, c'est-à-dire que les épisodes de fraternisation dans les tranchées sont tout à fait un témoignage de cette guerre des classes aussi. Oui, mais bien sûr, ces épisodes-là ont existé. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle représentation intériorisée par la conscience collective des soldats faisait qu'ils étaient capables de tenir le coup. C'est pas tellement la peur des généraux, c'est plutôt la capacité à reformer au niveau de petites unités une conscience d'appartenance à quelque chose qui ne se formule pas autrement que le mot nation. Bon. Chacun, évidemment, dans son camp, étant persuadé que sa nation vaut le coup d'être maintenue. En Chine, ce n'était pas du tout le cas. Oui, que si les généraux n'imposaient pas, disons, l'ordre, tous se débandaient et retournaient dans leur champ.
La notion de nation au temps des royaumes combattants n'était pas encore très efficiente, j'imagine. Il y avait tout de même des entités étatiques, ça existait tout de même chez les dirigeants, l'idée de nation. Et d'ailleurs, les nations n'existaient que par la guerre. C'est-à-dire que d'ailleurs ça se passe encore maintenant, je veux dire, il y a plusieurs nations qui n'existent que parce qu'il existe la guerre. Elles se dissolveraient si la guerre n'existait pas. L'autre grande différence, bien au-delà de ce que je viens de dire, qui concerne la capacité d'endurance des soldats, de l'infanterie, hein, l'immense différence avec ces conflits-là, c'est que la guerre de 14 n'est plus du tout une guerre de fantassins, n'est plus une guerre où l'infanterie, où le fantassin, disons, a un sens, il a une fonction assez subalterne qui est d'occuper pour un temps un certain terrain. Mais la guerre de 14, c'est une guerre qui est d'abord une guerre où l'individu n'a pas grand sens. C'est essentiellement une guerre d'artilleurs, puis ensuite une guerre de chars, une guerre d'aviation et de bombardiers, éventuellement sur des terrains différents, une guerre de sous-marins. Déjà, les cuirassés sont poussés vers la sortie. Donc, les deux armes qui sortent, trois armes qui sortent de la guerre de 14, qui sont décisives en 40, c'est le sous-marin, le char, l'avion. Et le fantassin est un personnage qui tente à s'effacer complètement. Et c'est quelque chose dont des textes comme ceux de Freud n'ont pas la préscience. La préscience. Freud, on le voit bien, est en dehors de la perception exacte du terrain militaire. Il est en dehors aussi de la perception d'une transcendance. Pour lui, il n'y en a pas. Le problème qu'il se pose et qui l'embarrasse, c'est que l'économie libidinale place au premier plan les intérêts sexuels. Donc pas la guerre, ou secondairement le conflit. Or, comment rendre compte du fait que manifestement la guerre fait beaucoup plus de ravages que la syphilis? C'est manifeste. Donc il faut bien qu'il y ait un intérêt différent qui mobilise autant de pulsions ou d'énergie libidinale, puisque c'est ça qui règle l'ensemble de la vie humaine. Et sans le dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sans le dire, Freud est en train d'accréditer la thèse d'une dualité des fonctions libidinales, celle d'Eros et celle de Thanatos, l'instinct de mort. Donc on retombe dans quelque chose qui est très archaïque, très ancien, avec un principe dualiste ou disons, de mobiles ou de motions originaires s'affrontent dans un conflit dont Freud dira lui-même qu'on ne peut pas savoir quelle en sera l'issue. Comme il nous reste un quart d'heure, je voudrais arrêter de vous poser des questions par rapport à ça et ouvrir la parole sur la salle. C'est peut-être le moment de faire passer un micro et je suis sûr que vous aurez certainement des questions à poser aux intervenants. Donc, il suffit de lever le bras pour demander le micro. La première question étant toujours la plus longue à venir, nous le savons bien. Bon, sinon j'enchaîne, j'en ai plein. Ah, voilà, au fond. Oui, merci pour l'enregistrement, de donner votre nom avant de prendre la parole. Je suis Maïd Maurice. Alors ma question concerne l'instinct de mort dont il est question. Je viens de finir un essai qui s'appelle « La haine de la nature », écrit par Christian Godin, où il est question effectivement de cet instinct de mort par rapport à la manière dont nous traitons aujourd'hui la nature et l'environnement, qui est notre habitat humain. Voilà. Alors voilà, je voulais en fait, par rapport à ce qui a été dit par le monsieur qui vient de parler à la fin, que cet instinct de mort est bien présent, probablement encore aujourd'hui dans notre société. Écoutez, il faut être extrêmement prudent dans l'appréciation de l'hypothèse de l'instinct de mort. Je veux dire,
Freud, lorsque Freud s'explique lui-même sur la nature de la libido, il présuppose l'existence d'une énergie libidinale sur la nature de laquelle il ne s'explique pas. Ce que Freud dit de l'énergie libidinale, il le tient sans le dire, mais l'ayant lu de Nietzsche, qui est le grand philosophe de l'énergie au XIXe. Il n'y a pas chez Freud d'explication exacte, autre que le recours aux thèses nietzschéennes, du fonctionnement de l'énergie libidinale. Donc, l'existence de l'instinct de mort, qui serait une déclinaison de cette énergie canalisée vers la destruction, s'opposant à l'autre canalisation de cette énergie, dont la finalité serait plutôt l'amour, la création des liens sociaux, la création en général des institutions ou des œuvres culturelles, tout cela reste hypothétique. Maintenant, on peut effectivement s'interroger très raisonnablement, et on a toutes les raisons de le faire, sur les raisons pour lesquelles, disposant des ressources intellectuelles, techniques, scientifiques, esthétiques qui sont les nôtres, nous persistons à trouver de l'intérêt dans des conflits qui prennent un tour parfois suicidaire. Et à cet égard, la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, apparaît comme une sorte de suicide du génie Europe effrayé par ses propres réalisations. Pourquoi pas? Mais ce sont, il faut être très prudent, des hypothèses très fragiles sur le déroulement en général des civilisations. On frise les théories ou les métaphysiques de l'histoire, et il faut dans ces domaines-là être d'une prudence extrême. De même dans toute tentative de vouloir prédire ce qui va se passer. Bonjour Jérémy Auriol. Ma question s'adresse aussi à Marc Delaunay. Je vous entends dire instinct de mort. Vous faites pulsion et instinct, c'est pas une distinction que vous faites? C'est une question qui a été maintes fois débattue. Le mot allemand, c'est Trieb. Trieb, c'est quelque chose qui désigne le mécanisme par lequel quelque chose est entraîné. Alors, ça désigne en français quelque chose qui est à mi-chemin entre travail et pulsion. On a très souvent traduit pulsion de mort par instinct de mort, tout simplement parce que parfois Freud laisse entendre que trieb et instinct sont des mots quasi synonymes. Il n'y a pas lieu de s'interroger davantage sur le lexique, là, si vous voulez. En revanche, il y a tout lieu de s'interroger sur la nature de ces pulsions ou de cet instinct. Ça vaut le coup. C'est-à-dire se demander sur quelle épistémologie non explicite ça repose. Est-ce que l'énergétique, dont Freud hérite via Nietzsche, est justifiée ou non? Évidemment qu'aujourd'hui, on poserait les choses dans des termes très différents, et qu'on hésiterait quand même beaucoup à parler d'énergie pulsionnelle, sans examen plus précis. Je voudrais simplement souligner que, avant de passer la parole, bien sûr, que là, on est dans des débats déjà très psychanalytiques, mais que ce texte de Freud est un texte très politique et finalement très accessible pour les
béotien en psychanalyse, comme je le suis. Voilà. J'ai une question à vous poser. Freud était médecin. Quel était l'état de la biologie? Il s'intéressait à la biologie. Quel était l'état de la biologie du temps de Freud par rapport à la notion de le système qui se déglingue, qui devient fou? Du temps de Freud, ça existait, cette notion de détérioration biologique, que le système tend à devenir fou. Il est en train de se casser lui-même. Est-ce que Freud, qui s'intéressait à la biologie énormément, mais je ne sais pas quel était l'état de la biologie à l'époque, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça l'instinct de mort, justement? Non, effectivement, c'est... L'entropie. Oui, ça, quand vous parlez d'entropie ou de négantropie, vous êtes effectivement dans la juste chronologie, non pas de la biologie, mais de la physique de l'époque, et c'est celle dont Nietzsche s'inspire et qu'il transmet de ce point de vue-là à Freud. Ça, c'est vrai. La biologie est encore à ses débuts, à l'époque. Les phénomènes qu'on a découverts plus récemment, de mort programmée des cellules, sont des phénomènes qui n'étaient pas connus à l'époque. De même, même en lisant Darwin, il était encore à peu près impossible de véritablement penser, du point de vue biologique, le phénomène aussi complexe des mutations. Donc, le dépérissement d'une espèce par l'enchaînement causal déclenché par une mutation qui impose ensuite la nécessité d'un nouveau lignage, voilà des représentations qui sont beaucoup plus contemporaines et qui sont pas à l'horizon de Freud écrivant ce texte. Les mutations et l'impermanence des choses sont des notions tout à fait présentes dans la philosophie taoïste, j'imagine. Oui, de même qu'on retrouve l'idée de yin et yang qui correspondent aux deux forces dont on a parlé, les forces d'Anatos et Eros. Bon, on retrouve effectivement des points communs, mais les mutations dont il est question n'ont rien à voir avec les mutations génétiques. Je veux dire, il s'agit de mutations dans un système oraculaire. Donc, c'est-à-dire des mutations qui sont en quelque sorte dans le cadre d'un système où le futur se trouve en germe dans chaque événement présent. Et donc la science divinatoire consiste à savoir repérer dans le présent le germe imperceptible qui va en quelque sorte dominer après. C'est tout, ce n'est pas de la biologie. Il y avait une autre question, non, il me semble. Oui, bonjour, Laure Mistral. J'ai étudié Homère il y a longtemps et on disait que c'était un dialecte ionien ou de cet ordre-là. On disait que Homère écrivait dans un dialecte particulier qui n'était pas celui de la Grèce classique. Alors je me demandais, est-ce que c'est une découverte récente, le fait qu'il ait écrit dans une langue que personne ne parlait? Est-ce que c'est pas aussi un peu le cas de tout texte poétique, surtout en grec, qui crée une capacité à créer des mots nouveaux? Et je ne sais pas, quand on lit Échille, c'est quand même un grec qui est assez différent, j'imagine, des langues que devaient parler les gens, mais... Non, c'est les anciens le disaient eux-mêmes. Si on a créé la science linguistique, la grammaire, c'est pour lire Homère. C'est parce qu'on ne le comprenait plus. Donc, mais la différence avec Échille, c'est que Échille crée, à partir d'éléments homériques, etc., crée sa propre langue. Mais c'est un genre, la tragédie, c'est un genre nouveau. Et donc, il crée une langue qui devait être extrêmement inventive, donc des tas de néologismes dans Échille, etc. Donc, ce qui fait que c'est vraiment dur à traduire. Est-ce qu'on fait un néologisme quand Échille fait un néologisme? Bon, ça, c'est un problème. Alors qu'Homère, c'est une langue héritée.
alors dont on voit à peu près les strates. Alors les strates, ça va, il y a du mycénien, il y a du très, très ancien, parce que la composition a dû elle-même évoluer, donc il y a très peu de doriens, comme vous savez, pas mal d'éoliens, enfin c'est du ionien au départ. Mais c'est pas le ionien d'Athènes, évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé les formes anciennes. Là où ça aurait pu être modernisé, on les a gardées. Donc ce qui veut dire qu'il y a un intérêt pour l'archaïque. Mais c'était une langue, c'était une lingua franca. C'était pas une langue qu'on parlait, mais c'était une langue que tout le monde comprenait, quoi. Simplement un point pour revenir, parce que Eros et Thanatos c'est grec, mais bon, c'est Arès et Aphrodite, mais je veux dire, il n'y a pas ça du tout il n'y a pas ces pulsions. C'est-à-dire que l'énergie, ce qu'en grec on dirait thumos, c'est-à-dire c'est la chaleur qu'il y a dans le sang qui fait qu'on fait quelque chose, ou ça peut être ménos, la rage, c'était simplement faire quelque chose parce qu'on sait qu'après la mort, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est ça la grande différence avec nous, c'est que c'est une civilisation sans salut. On meurt, point. Et après, on est une ombre, et puis on pleure dans les enfers, mais il n'y a rien après la mort. Et donc, il faut passer de l'indétermination du temps à une détermination. Alors, ça peut être un acte érotique ou guerrier, ou etc., ou une œuvre, ou faire des enfants éventuellement, mais c'est ça. C'est-à-dire que la gloire, c'est le fait d'avoir fait quelque chose. Et il n'y a pas du tout cette idée qu'il y ait la possibilité d'une destruction. Alors, on pense bien à la destruction, mais c'est la destruction que Zeus impose, par exemple, à l'âge des héros. Il y aura l'âge des héros sombre. Les Troyens sont tués, les Grecs vont périr dans un naufrage ensuite, etc. Il n'y aura plus d'humanité. Il faudra une nouvelle humanité, quasiment, à part quelques survivants. Et l'Odyssée, c'est le problème de ça. Donc, il n'y a pas du tout cette idée d'une pensée, quelque chose comme une pulsion qui irait vers la destruction. La destruction, c'est la dissociation. C'est-à-dire qu'on n'a plus une chose, on n'a plus de forme. C'est ça qui est posé. Or, l'Iliade, c'est la force, c'est de faire d'un conflit meurtrier une forme. C'est ça qui est visé. Donc ça existe. Sinon, il n'y a pas de futur pour un grec. Il n'y a que le futur de l'action qu'il doit mener. Mais il n'y a aucun avenir. Le monde sera toujours pareil. D'ailleurs, l'absence totale de paradis heureux après la mort est citée par Freud, puisqu'il parle dans son texte, il cite dans la deuxième partie un dialogue entre Ulysse et l'ombre d'Achille, mais dans l'Odyssée, c'est ça, et qui rend compte de cette horreur qu'est la mort, le néant. Voilà. Que justement, l'Odyssée, c'est le poème d'après. C'est pour ça qu'on peut aller dans les enfers et parler avec Achille mort, ce qui est évidemment impossible dans l'Iliade, où Achille pleure, il est en deuil de sa propre mort, qui est en fait, celle de Patrocle, qui est en fait sa propre mort. Et donc là, l'Odyssée se déplace par rapport à cette limite dont j'ai parlé, et parle après l'Iliade. Qu'est-ce qu'on peut faire après l'Iliade? Et donc, ou bien on est mort, on a beau avoir la gloire, c'est rien, ou bien on va récupérer son épouse et pour ça massacrer tout le monde, quoi. Oui, je voulais justement revenir Votre nom, s'il vous plaît. Françoise Liffrand. Merci. Je suis traductrice d'italien, mais je n'ai pas de connaissance particulière du grec. Voilà, je voulais revenir sur l'idée. Tout à l'heure, vous avez dit que la langue d'Homère était une langue monumentale, destinée à ce monument qui est l'Iliade. Et vous venez également de parler des bases de cette langue particulière qui avait différentes strates et des bases très archaïques. Et est-ce qu'il y a de la part d'Homère, par rapport aux dernières choses qui viennent d'être débattues, l'idée de faire avec l'Iliade une œuvre monumentale, c'est-à-dire qui, venant de l'époque, venant à travers les temps, irait également au-delà du temps et irait vers un pas forcément un avenir, mais projetterait dans les temps futurs l'histoire des Grecs, le présent des Grecs. Bon, en deux mots, c'est-à-dire que la figure essentielle, c'est la muse. Au moment où Homère va raconter tous les vaisseaux qui sont partis contre Troie, il appelle les muses, parce que c'est un travail gigantesque de faire cette liste.
Et alors il dit, nous mortels, nous ne savons rien, nous n'entendons que du bruit. Et le bruit, c'est le même mot, kléos, c'est le même mot que la gloire. Donc, on n'a que du bruit. Toi, vous, la muse, vous êtes déesse, vous êtes présente, vous êtes présente à ceux que vous allez raconter, et donc c'est vous qui allez parler. Donc à ce moment-là, c'est la muse qui parle, c'est plus le poète. Nous, en tant que mortels, nous ne connaissons que du bruit. Donc on doit faire un monument, au sens où dans monument il y a aussi mémoire. On doit reprendre ce que la muse sait, en sachant que pour nous, ce ne sont que des mots. C'est-à-dire qu'Homère n'a aucune expérience de ce dont il parle. Bon, c'est une fiction. Ce ne sont que des mots, et ces mots, c'est ce qui effectivement fait que ces êtres extraordinaires que sont les héros sont immortels, c'est-à-dire ont une gloire. Mais ça ne désigne aucun futur, aucune orientation d'action, etc. L'Iliade, c'est de dire, si vous voulez penser l'action humaine la plus parfaite dans toute son horreur, avec la mort tout le temps, mais où les dieux sont là et les dieux aident les hommes, c'est ça. Vous avez le modèle de ce qu'est une action totalement accomplie. Alors que nous sommes dans l'inaccompli. Si vous voulez, par rapport au christianisme, si on peut dire, c'est comme si le jugement dernier avait déjà eu lieu. Zeus a décidé de qui allait mourir, qui allait être grand et qui allait être petit, etc. L'eschatologie est inversée. Le moment où les dieux et les hommes sont proches, c'était avant. Et on dit toujours que Hector est semblable aux dieux, Paris est semblable aux dieux. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme dans l'Iliade des dieux. C'est pas ça qui est important. C'est une apothéose des hommes. Donc il y a un théomorphisme des hommes. Et cet état-là, nous, maintenant, on ne l'atteindra jamais. Donc c'est par la muse, simplement, qu'on peut se rapprocher de ça. Donc c'est vraiment du souvenir. Voyez. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune orientation vers l'avenir. Mais c'est l'action humaine. Et alors c'est aussi un moyen, on peut se dire, bon, bah, attention, est-ce qu'on peut encore faire comme Achille? Eh bien non. Il ne faut surtout pas faire comme Achille. Je voulais revenir... Oui, pardon, je crois qu'on va être obligé de terminer, mais alors une très très brève dernière question, parce que c'est la fin de la table ronde. Très bref, c'était la première partie de ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une langue monumentale voulue en tant que telle, c'est-à-dire que... Oui, c'est une langue d'art. C'est une langue d'art qui ne servait qu'à ça. Voilà. Bien. Bon, bah, terminons sur le monument alors. Et je voulais quand même, juste pour terminer, rappeler les traductions dont nous avons parlé. Donc la traduction de Jean Lévy du Sun Tzu est disponible en édition de poche et en édition magnifiquement illustrée, qui est dans les deux éditions. Il y a les commentaires, mais les commentaires apportés par les illustrations sur la civilisation chinoise sont tout à fait passionnants aussi. Donc ces deux livres sont disponibles. Vous pouvez nous rappeler chez quel éditeur? Le Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est Hachette Littérature, qui a été racheté par Fayard, donc maintenant c'est Fayard. Quant à l'autre, ça s'appelle Nouveau Monde Édition. D'accord. Et je voulais aussi donc dire que Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort fait partie d'un recueil qu'on trouve sous le titre Anthropologie de la guerre, lequel recueil existe en livre de poche, donc, et qui comprend également Malaise dans la civilisation et une réponse de Sigmund Freud à Albert Einstein qui est très intéressante. Tout ça avec un appareil critique assez fourni, une longue préface de Marc Delaunay et Marc Crépon. C'est un livre que je recommande. Et je ne sais pas, est-ce qu'un jour on aura l'occasion de... Dans 5 ans? Bon, rendez-vous dans 5 ans.